Salut Camille. Salut Sandra. Comment vas-tu? Super, merci et toi? Très bien, très très bien. Je suis très contente d'être avec toi, de tester une deuxième fois ce super décor, ça fait vraiment plaisir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, Camille, en quelques mots? Oui, alors je suis une femme donc, de 36 ans, j'ai 2 enfants, 2 petits garçons, un de 4 ans, un de 1 an. Et je suis aussi la fondatrice d'une plateforme digitale de mode qui s'appelle Imparfaite. On a commencé, je l'ai cofondée avec l'une de mes très bonnes amies qui s'appelle Ariane. Et quand on a commencé, c'était vraiment on faisait que du vintage. L'objectif, c'était vraiment d'arriver à déterrer, tu vois, ces super belles pièces qui sont un peu réparties partout en France, dans des boutiques, dans des friperies, dans des dépôts-ventes, et les mettre à disposition, en gros, de tout le monde. Et en fait, en faisant évoluer la boîte et en se faisant aussi une conscience écologique, tu vois, importante, parce que mine de rien, en y étant, on s'est rendu compte de plein de choses. On a décidé de faire évoluer un peu le modèle l'année dernière. Et maintenant, en plus, on propose aussi des ventes privées. Donc, c'est des archives, des anciennes collections de super jolies marques. Donc là, pour le coup, c'est des produits neufs. Mais l'objectif, c'est vraiment de revaloriser tous les stocks dormants qui existent pour éviter de produire du neuf sur un secteur qui est déjà, tu vois, blindé de vêtements. Voilà. Canon, super projet. Évidemment, j'ai hâte d'en savoir plus et on va en parler un peu plus tard dans notre conversation. Comme tu le sais, dans le podcast Les Locomotives, nous, ce qui est important, c'est vraiment de revenir en arrière sur ton parcours, sur qui tu es, ce que tu as fait, c'est quoi les études que tu as fait. Je sais que tu as un parcours aussi de salarié, tu as bossé dans une grosse boîte. Pourquoi ensuite tu as quitté cette boîte? Comment? Quelle a été ta transformation de salariée à entrepreneuse? On veut tout savoir. Donc, je te laisse prendre vraiment le point de départ de ton choix. Ça peut être dans ton enfance, quelque chose qui a été marquant dans ta vie. Et comme ça, on peut un petit peu comprendre qui tu es. Ok. Écoute, je pense que le premier fait marquant dans ma vie, c'est quand j'ai appris que j'étais un bébé in vitro. Et figure-toi que je suis l'un des premiers bébés in vitro de France. Ok, incroyable. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris assez tard. Et je pense que ça m'a marqué dans ma vie parce que... En fait, ça a été vraiment les premières discussions un peu de femme à femme que j'ai pu avoir avec ma mère. Et ça a un peu constitué aussi qui je suis aujourd'hui. En fait, pour revenir sur la petite histoire, mes parents n'ont pas pu avoir d'enfants. Enfin, en gros, ma mère a une maladie. Bref, elle a pas pu... Elle a dû se faire ligaturer les trompes il y a plus de 30 ans. Ouais, bah oui, quand elle avait 20 ans, tu vois. Oh là là. Donc, il y a 50 ans, quoi. D'accord. Et en fait, ils étaient déjà ensemble, ils étaient déjà très amoureux, etc. Et donc, t'as un médecin qui un jour est allé voir mon père en lui disant « Écoutez, voilà, monsieur Gabi, si un jour vous voulez devenir papa, bah, ce sera pas avec madame Gabi, il va falloir trouver une autre femme. » Je t'assure, Horrible. Horrible. Et évidemment, malgré cette épreuve, ils sont restés ensemble. Ils sont restés 10 ans en pensant qu'ils seraient jamais parents. Et c'était vraiment très douloureux pour eux. Ma mère vient d'une grande famille de sœurs, enfin de femmes. Elle a eu 7 sœurs. Wow. Donc, ils étaient entourés, tu vois, de cousins, de petits-nièces, neveux, machin, etc. Tout le monde était déjà maman depuis hyper longtemps. C'est horrible. Puis on te pointe un peu du doigt. Je pense que même à cette époque, ça devait parler un petit peu genre, oui, elle n'arrive pas à avoir oui, c'est celle qui n'arrive pas. Ouais. Voilà, ouais. Et puis, tu veux que je te dise, même, elle avait une tante qui était très, très pieuse, qui lui disait, t'as dû vraiment être très méchante pour qu'il t'arrive ça. Tu imagines? Non, mais l'angoisse. Parallèle, quoi. L'angoisse. En quelques décennies, c'était très dur. Ouais, c'était très, très dur. Et puis, tu vois, le regard de la société et tout, ça l'a vraiment marqué. Et puis, la tristesse de vouloir des enfants et de pas arriver à atteindre, tu vois, ce truc, ça l'a vraiment touchée. Et en fait, un jour, il y a eu un médecin, en fait, elle était suivie à Nice, je sais plus, pour son gynéco, j'en sais rien. Et en gros, un gars lui a dit, mais vous savez, il y a une nouvelle techno là, qui vient des US, ça serait sympa d'essayer parce que vous pourriez peut-être, machin. C'est ouf. Et du coup, je suis le premier bébé in vitro de la clinique niçoise. Ouais. Pour le coup, c'est vraiment, quand on parlait de faits marquants éventuels dans ton parcours, c'est vraiment un truc marquant. Alors, c'est pas un truc que moi j'ai vécu. Parce que pour moi, voilà. Enfin, c'est un fait, c'est un vrai truc dans ton histoire, quoi. Ouais, je pense que ça m'a marqué. Je pense que ça a tellement marqué, si tu veux, l'histoire de ma famille. Et en fait, ça a conditionné énormément de choses après. C'est-à-dire, déjà, je suis fille unique, mais c'était pas une volonté, c'était quelque chose qui était imposé. Et je pense que mes parents ont toujours été très tristes de pas avoir d'autres enfants. Et moi, j'ai toujours été aussi dans
je suis pas quelqu'un qui est bien seul, tu vois. J'ai toujours besoin d'être entourée. Je regrette vachement de pas avoir de frères et sœurs, tu vois. Ça me manque. Et aujourd'hui aussi, c'est dans ma volonté d'avoir une famille un peu plus grande, tu vois, d'avoir plus d'enfants. Et puis du coup, ça m'a mis aussi dans un moment où, mine de rien, je pense que j'étais un peu l'enfant du miracle, tu vois. Je viens pas du tout d'une famille aisée. Au contraire, on était plutôt modeste. Mon père a fait une carrière dans les jeux, du coup, donc il travaille dans un casino. Il a vraiment commencé au bas de l'échelle. Il tirait le râteau, et puis petit à petit, tu vois, il a un peu monté les échelons, mais ça a toujours été quelqu'un de salarié. Tu vois, ça n'a pas été des entrepreneurs, etc. Mais en revanche, j'ai eu la chance d'être très aimée, très entourée. Et ils m'ont toujours dit, il faut que tu bosses bien à l'école pour avoir le choix. Je pense qu'ils ont été, tu vois, marqués aussi par le fait de ne pas pouvoir... à faute d'études. Oui. Mes deux parents, il n'y en a aucun qui a le bac, tu vois. Ah oui. Et je pense que ça les a marqués, cette capacité intellectuelle, tu vois, qu'ils avaient, parce que c'est vraiment des gens hyper malins, très cultivés, ils lisent beaucoup, etc. Et pas la capacité, du coup, potentiellement, de faire ce qu'ils veulent tout le temps, tu vois. Parce que pas le diplôme. Ouais, parce que pas le diplôme, et puis pas les codes, pas savoir où aller, tu vois, pas les bonnes connexions. Donc, toujours très démerdard, mais toujours avec cette envie de dire, OK, on n'en a qu'une. On l'a eu par miracle, tu vois, et du coup, on va l'écouter, on va essayer de faire en sorte qu'elle avance. Et mine de rien, en fait, je me rends compte que la richesse aujourd'hui que j'ai eue, du coup, d'avoir des parents aussi attentionnés, c'est la plus belle des choses que tu puisses jamais tu as trouvé. Et je me rends compte que c'est un avantage comparatif que j'ai pu avoir par rapport à plein d'autres personnes que j'ai rencontrées tout au long de mon parcours, même dans les grandes études. Des gens qui avaient, tu vois, qui sont nés avec des cuillères d'argent dans la bouche, qui avaient vraiment énormément de moyens et qui n'avaient pas cette attention, tu vois, et cet amour. Et, bien sûr. Et ça veut rien dire. Non, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marquée, je pense, jeune. Et cette idée de, si tu veux aller loin, ferme-toi un minimum de portes, tu vois, reste le plus généraliste possible pour avoir le choix et pour pouvoir trouver... Et honnêtement, j'étais pas quelqu'un jeune. Franchement, j'avais rien d'exceptionnel, tu vois. J'étais une jeune femme ou une jeune ado. J'essayais de savoir un peu qui j'étais. J'avais aucune idée du parcours que je voulais faire. Je suis pareil. Je suis hallucinée aujourd'hui. Nous, on embauche des femmes très très jeunes, tu vois. On a notre responsable logistique, elle a 24 ans. Et franchement, c'est une femme incroyable de détermination. Elles sont incroyables, les femmes maintenant. À 20 ans, 25 ans, c'est dingue. Hallucinée, en fait, de la maturité d'esprit qu'elles ont, de la détermination, de la... Franchement, moi, je me rappelle de moi à 24 ans, j'étais un bébé, quoi. Enfin, genre, mais d'où est-ce que tu sais tellement qui t'es à cet âge-là, tu vois? Enfin, donc... Et justement, à quel âge tu apprends, du coup, que t'es un bébé in vitro et de quelle manière? Hyper tard. Je l'apprends, je sais pas, je crois que je dois avoir 15 ans, un truc comme ça. En fait, c'est quelque chose qui a été vraiment tu dans ma famille, qui a été mis sous le tapis pendant hyper longtemps. Et je pense c'est horrible, ça devait être hyper lourd pour tes parents, en plus. Ouais, et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, c'était vraiment quelque chose qui était pas accepté dans la société, tu vois. Ma mère, quand je suis née, a voulu me faire baptiser et elle a trouvé aucun prêtre qui a accepté de me faire baptiser parce que j'étais un bébé in vitro et que j'étais pas un enfant de Dieu, du coup, mais un enfant de la science, tu vois. Pour te dire. C'est quand même... Et je me rappelle quand mon père m'avait raconté ça un jour, il m'a dit, mais je lui avais dit, mais faut pas le dire, tu vois. Et elle était non, je veux pas cacher ce truc-là, c'est hyper important pour nous. Je veux pas tromper, tu vois, le prêtre avec lequel je veux qu'il le sache et tout. Et tout le monde lui a dit non. Donc je suis pas baptisée aujourd'hui et j'ai pas fait la démarche, tu vois, adulte. Incroyable. Parce que petit, en fait, ils avaient pas voulu, tu vois. Tes parents étaient très croyants, du coup? Pas particulièrement, oui, mais à l'époque, c'était plus dans les mœurs. Ouais, voilà, eux l'étaient. Ils avaient, tu vois, une base catholique, voilà, ils voulaient suivre le truc, tu vois. C'était plus par convention sociale que par vraiment conviction religieuse, tu vois. Et donc, ça a toujours été tu un peu. Personne savait trop, enfin voilà. Et puis, je pense qu'elle avait peur que je sois stigmatisée comme elle avait pu être stigmatisée, comme, tu vois, quand elle m'avait donné naissance, tu vois. Et un jour, donc je me rappelle, j'avais 15 ans à peu près, mal dans ma peau, tu vois, l'adolescence un peu ingrate. Et elle m'assoit, elle me dit, bon, bah voilà, maintenant que tu vas devenir une femme, il faut que je te raconte un truc, tu vois. Et là, je sais pas, elle commence à s'embourber dans une explication pendant 10 minutes et j'étais, oh là là, ça pue. Qui avait l'air gravissime. Gravissime, une tête de morte vivante et tout. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, au début, je pensais qu'elle allait m'annoncer que
j'étais adoptée ou tu vois que j'étais pas la fille de tu vois. Enfin, c'est un truc, tu te prends quand même une claque dans la gueule, quoi. Complètement. Et en fait, pas du tout. Elle m'a dit non, c'est juste un process différent. Voilà ce qu'on a vécu et tout. Et donc déjà, j'étais très rassurée. Moi, en fait, je m'en foutais. Je voulais juste être sûre que je venais bien de l'un et l'autre. Après que ils aient dû passer par plus de travail, en fait, moi, ça m'intéressait pas trop, quoi. Au contraire, je trouvais que c'était une belle preuve d'amour, tu vois, de solidité de leur couple, de volonté vraiment d'avoir des enfants et tout. Donc, je trouvais ça plutôt joli au final. Et puis, les mœurs avaient évolué, tu vois, Oui, c'était un truc qui se pratiquait vachement plus couramment. Vachement. Quoi. Aujourd'hui, maintenant, des fives, c'est quelque chose d'assez courant. Oui. Puis surtout, en plus, comme à l'époque, donc moi, ma mère, elle m'a eu à 36 ans, tu vois. Aujourd'hui, des femmes qui deviennent maman pour la première fois à 36 ans, c'est quelque chose d'assez courant, tu vois. Absolument. Et c'est vrai que le recours aux FIV est beaucoup plus... même si... alors, je sais pas, je l'ai jamais fait, mais j'imagine que c'est quand même des périodes qui peuvent être très éprouvantes et qui sont très stressantes. Et c'est vraiment j'ai plein d'amis qui passent par ce type de process-là. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué, mais c'est accepté et c'est compris. Et ça en fait pas des bébés moindres, tu vois, alors qu'à l'époque, c'était vraiment pas top, quoi. Et comment tu vis ça ? C'est-à-dire que comme quand tu as appris que tu étais un bébé in vitro, et donc ensuite tu as eu ta première réaction, j'imagine, en tant qu'ado, et ensuite en tant que femme, est-ce que tu as eu ce truc de te dire, comme c'est un peu, entre guillemets, miraculeux, je dois faire en sorte que ma vie soit extraordinaire ? Non. Mais je me suis toujours dit, ils se sont vraiment donné du mal, faut pas que je les déçoive, tu vois. C'était un peu ça. C'est plus, j'ai pas envie de devenir quelqu'un de pas bien, j'ai envie de les rendre fiers parce qu'ils se sont quand même un peu cassés les pieds, tu vois. Et est-ce que pour toi, les rendre fiers, c'était justement choisir un parcours professionnel rangé, enfin donc la grosse boîte, le CDI, ou pas forcément, c'était plus en tant qu'être humain, une bonne personne ? Je pense que c'est plutôt être une bonne personne, tu vois, au final. En même temps, je te dis ça, je me suis défoncée à l'école aussi, peut-être un peu par... Bien sûr. Tu vois, quand vu qu'ils t'ont inculqué ce truc-là. Ouais. Après, j'ai toujours bien aimé l'école, en fait. En fait, je me rends compte que comme entrepreneur, je suis quand même quelqu'un de pas très tête brûlée. Tu vois ce que je veux dire ? Pendant très longtemps, en fait, j'ai suivi... tu vois, je me posais pas trop de questions. Je me disais juste, bosse bien, ça se passe bien. Moi, j'aimais bien bosser, ça marchait bien. Je trouvais ça intéressant. Ça m'empêchait pas de fumer des clopes, tu vois, derrière le lycée avec mes copines après. Enfin, voilà, c'était l'un et l'autre. Et puis, surtout, ça me permettait, encore une fois, tu vois, de pas me perdre en liberté parce que je me fermais pas des portes. Parce que je trouvais que c'était un très mauvais calcul, tu vois, quand je voyais certains de mes potes qui bossaient pas, en disant, non, mais je m'en fous, je fais ce que je veux et tout. Et après, tu vas devoir être forcé dans des filières qu'ils voulaient pas. Ouais, c'est horrible. Et ça, vraiment, ça m'arrachait le cœur pour eux. Je me disais, mais en fait, si ça te plaît pas, tu sais pas ce que tu veux faire, dans 4 ans, tu vas être dans la merde, enfin, tu vois. Et ça, c'était un peu le truc, je me suis dit, bon, c'est un moindre effort. Comme ça me demandait pas énormément d'efforts, j'écoutais bien en classe, que de toute façon, c'était des heures qui étaient perdues, tu vois, et en fait, la moitié du taf était fait. Donc, c'était plutôt un calcul d'effort-gain que je faisais, tu vois, à l'époque. Et puis, en plus, ils me foutaient la paix parce que je bossais bien, donc je pouvais faire des trucs qui me plaisaient, tu vois, de l'autre côté. Trop bien. Donc, ils n'étaient pas trop sur ton dos, finalement, Jamais. À te mettre la pression, à finalement un petit peu te guider, entre guillemets, te dire, il vaudrait mieux que tu prennes cette voie. Non. Non, tu vois, je faisais un peu ce que je voulais et j'ai toujours été libre de sortir, tu vois, j'ai toujours été libre de fréquenter les gens que je voulais, j'ai toujours été libre de ma vie. Mais c'était juste, il fallait que ce soit en transparence, donc il fallait qu'il y ait une relation de confiance et que je bosse bien à l'école, il me foutait la paix, tu vois. Et au final, j'ai compris qui je voulais être, mais genre hyper tard dans ma vie, en fait. Et c'est pour ça que je te dis, vraiment, j'ai une admiration sans faille quand je vois la maturité des femmes d'aujourd'hui, leur capacité à appréhender des sujets hyper profonds de société, tu vois. Je sais pas, j'étais nana au bureau. Nous, on embauche beaucoup de femmes jeunes, tu vois, à qui on donne des chances, qu'on fait grandir. Je pense notamment à Émilie, Raph, qui sont des filles qui bossent qui ont commencé en stage et maintenant qui chapeautent carrément le pôle. Alors après, on n'est pas non plus, tu vois, une entreprise, on fait pas des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, tu vois, par an, mais c'est quand même, tu vois, hyper substantiel et on leur donne carte blanche sur ces trucs-là et elles sont... nickel chrome, je peux pas rêver mieux en fait comme personne. Et en fait, chaque année quand on leur fait souffler leur bougie, on fait putain, mais en fait vous avez que 24 ans les nanas. Enfin, c'est vrai que c'est ouf. Ça a tellement évolué. J'ai l'impression que tous les 10 ans, tu sais, les gens de 24 ans sont ce qu'on était à 34 ans, sont ce qu'on est à 34 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. On recule tous les 10 ans. Par exemple, les gens de 40 ans d'hier,
n'ont rien à voir avec les gens de 40 ans d'aujourd'hui, tu vois. Ouais, c'est vrai. Hier, 40 ans, t'étais vieux. Aujourd'hui, 40 ans, t'es jeune. Il y a des femmes qui deviennent mamans, il y a des femmes qui deviennent entrepreneuses. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça a tellement évolué. Et aujourd'hui, les nanas de 24 ans, elles lancent des business. Elles sont, tu vois... D'ailleurs, non, c'est clair. Et d'ailleurs, tu vois, la dernière fois, je me suis pris un bâche par l'équipe parce que j'étais là, oui, enfin, vous voyez, nous, les femmes de notre génération et tout. Et justement, Raph me dit, oui, enfin, toi et moi, on n'est pas vraiment de la même génération. Tu vois. Je dis là, ah oui, c'est vrai, mais en fait, t'es tellement mature et puis moi, je suis tellement jeune et en fait, ça se floue et toi, t'es genre. Ouais. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que quand j'interviewe des nanas qui ont 24, 27 ans, moi, j'en ai 34. J'ai l'impression d'avoir leur âge. Tu vois, c'est marrant. Ça me gêne. D'ailleurs, ça me dérange de pas avoir leur âge. Tu vois, je suis là, mais non, mais moi aussi, je veux avoir son âge, en fait. J'ai pas 10 ans de plus que toi, c'est pas possible. Je pense que là où vraiment j'ai pris un coup, c'est quand je suis devenue maman. C'est là où je pense que ça a créé, tu vois, un peu une distance. Parce que mine de rien, c'est vrai que t'as des responsabilités, t'as des trucs et tout, mais ouais, elles sont marrantes, tu vois. Elles sont avec toujours beaucoup de bienveillance et d'humour, tu vois, mais elles sont genre, non, tu es un petit peu plus vieille que nous quand même. Non, ouais, et en fait, moi, tu vois, j'ai eu un parcours très simple, voilà. Après, je bossais bien. Et t'as fait quoi? C'est quoi ton parcours? T'as fait quoi comme bac? J'ai fait un bac ES. Ouais. J'ai fait un bac ES. J'étais bonne, tu vois, partout, mais excellente nulle part, globalement. Après, j'ai fait une prépa, et c'est un peu là où j'ai commencé à me trouver. J'ai rencontré Ariane, du coup, mon associée d'aujourd'hui. Une prépa HEC? Une prépa HEC. D'accord. Ouais, une prépa commun. Encore une fois, tu vois, c'est pas que je voulais absolument faire une prépa. C'est juste que je savais pas quoi faire. J'avais pas, tu vois, une vocation très définie dans un truc. Je me suis dit, soit je vais à la fac, mais franchement, me connaissant, je vais rien faire. Soit je me mets dans un truc un petit peu plus encadré. Et puis, j'irai faire une école de commerce, mais j'ai fait HEC, moi, à la fin, mais j'imaginais pas du tout HEC, tu vois. À l'origine, je me disais, j'allais faire... Il y a des tonnes d'écoles de commerce aujourd'hui. Oui, il y a plus d'écoles de commerce que de gens qui veulent rentrer, tu vois. Donc, en fait, tout le monde a une place quelque part. Oui. Donc, je m'étais dit, de toute façon, je trouverais quelque chose. En fait, je me prenais pas trop la tête, tu vois. J'étais pas très carriériste. J'étais genre, en fait, ferme pas de porte. Du coup, j'ai commencé cette prépa. J'ai rencontré 6 amis que j'ai encore aujourd'hui, tu vois. Et vraiment, je me suis fait... J'ai toujours été très, 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 très fidèle en amitié. Ma première amie que j'ai encore aujourd'hui, je l'ai rencontrée vraiment en maternelle. Enfin, tu vois, incroyable. Je suis très, 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 très fidèle en amitié. Donc, je me suis fait vraiment un groupe de potes là-bas qui est encore aujourd'hui, tu vois, très, très présent dans ma vie. Et Ariane fait partie de ce groupe. Et on a vécu ce truc-là ensemble, ça a resserré les liens et tout. On a passé les concours. Moi, je suis partie à HEC. Ariane est partie à Grenoble. Tout le monde s'est éclaté et on s'est tous retrouvés après, tu vois, quand on a commencé notre carrière, tous plus ou moins à Paris. Et en fait, quand j'étais sur les bancs de l'école, j'étais à Carnot, en gros, en prépa, on faisait nos cours et après les cours, on allait chiner dans des boutiques vintage. Pourquoi? Ça a commencé déjà à cette époque-là. Ça a commencé là, tu vois. Où en gros, Ariane, mon associée d'aujourd'hui, avec qui j'étais super pote, elle adorait la mode. Moi, franchement, faut pas se mentir, je débarquais en gros de Enghien-les-Bains, Montmorency, Val d'Oise. J'avais un style qui était très streetwear. Enfin, je mettais des jogging, j'étais en Nike, style qui n'est plus le mien aujourd'hui. Hyper étonnant quand on te voit aujourd'hui. Ouais. Non, ouais, j'avais une doudoune Scott, je mettais des Umbro, mes marques, tu vois, fétiches, c'était Fila, etc. Enfin, c'était un peu parce que c'était comme ça qu'on s'habillait, tu vois, à l'époque là-bas, et puis ça voulait rien dire de particulier, tu vois. Bien sûr. Et donc, je suis arrivée en prépa. Donc, c'est pas que j'étais en décalage, c'est juste qu'on venait tous, si tu veux, d'endroits différents en France. L'un de mes meilleurs potes, par exemple, aujourd'hui, travaille chez L'Oréal. C'est un mec hyper chic, etc. Tu l'aurais vu débarquer en prépa. Il sortait de sa Lorraine. Enfin, il avait un style pas possible, tu vois. Et donc, on s'est tous retrouvés là. Et Ariane, elle, pour le coup, c'était une londonienne qui venait de Versailles, qui était déjà super chic, qui avait déjà un goût, tu vois, très prononcé pour la mode. Sa mère, tu vois, adorait les vêtements. Moi, ma mère aussi, elle adorait les vêtements, mais pas la même dimension, tu vois. Ça t'inspirait, ça te parlait déjà? Je trouvais ça hyper chic, tu vois. Vraiment, moi, j'arrivais avec mes yeux de... Franchement, tout ce qui brille, c'était moi, tu vois. C'est-à-dire, je venais d'Enghien. Enghien, franchement, c'est une banlieue chic, hein, c'est pas le... Mais, tu vois, j'étais avec des gens qui venaient vraiment de tout parcours, tout background. Aucun de mes potes d'enfance, tu vois, ont de l'argent. Ça toujours... Et là, tout d'un coup, je me retrouve propulsée dans une prépa parisienne. C'est pas le même monde. Hein, c'est pas le même monde, tu vois. Ouais. Et puis, je connaissais pas les codes. C'est pas des fautes de français, mais c'est des trucs, tu sais,
des petits détails. Culture générale aussi, peut-être. Ouais, des petits. J'avais aucune aussi culture catholique religieuse. C'est con, mais en fait, il y a plein de trucs comme ça que je savais pas, tu vois. Est-ce que tu t'es sentie à ta place dans ce monde-là aussi ? Ouais. J'ai toujours été. Ouais. Caméléon un peu ? Ouais. Je sais m'adapter, tu vois, un peu. Ouais, je me sens à peu près à ma place parce que j'ai un peu de tchatch, tu vois. Et puis j'aime bien. Et puis c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, quand on s'est rencontrés. Moi, j'adore les gens, tu vois. En fait, donc j'aime bien parler aux gens, j'aime bien savoir qui ils sont, j'aime bien savoir d'où ils viennent et tout. Donc en fait, rapidement, j'arrive un peu à comprendre, tu vois, quel va être le levier qui va faire que je vais pouvoir potentiellement, tu vois, bien m'entendre avec et tout. Donc, et puis c'était un nouveau monde, mais on était tous en fait déracinés quelque part parce que personne se connaissait, tu vois. Donc en fait, chacun venait avec sa personnalité. Et je me suis fait très pote très vite avec ce groupe-là parce que en vrai, on avait un truc qui nous rassemblait, c'est qu'on adorait déconner, on adorait se marrer. Et je sais pas, on faisait des blagues, je sais pas, on avait un humour qui matchait, tu vois. Et il y avait donc Ariane, la Versaillaise, entre guillemets. Il y avait donc Pierre qui venait de Lorraine, il y avait moi qui venais de banlieue, j'avais une autre copine qui venait un peu, qui était un petit peu parisienne aussi, mais un peu moins, si tu veux, cliché, on va dire, qu'Ariane pouvait l'être à l'époque. Et en fait, on s'est tous bien entendus et ça s'est bien passé, tu vois. Et ils m'ont appris les codes. Moi, je leur ai appris autre chose. Enfin, tu vois, en fait, on s'est vachement enrichis les uns les autres. Et Ariane, elle, donc, qui avait vraiment ce sens, tu vois, très aiguisé de la mode, elle avait déjà ce côté très chic d'aller dénicher des vêtements. Elle connaissait, tu vois, un peu le patrimoine des vêtements. Sa mère, elle mettait, tu vois, ces belles pièces sous housse. Tu sais, ils avaient un peu, tu vois, cette capacité à se dire, voilà, j'ai des belles choses, je veux en prendre soin. C'est Gossip Girl, quoi. Mais pas Gossip Girl dans le sens bitch. C'est vraiment Gossip Girl dans le sens j'ai des belles choses et je connais la valeur que ça a et je veux en prendre soin parce que je veux pouvoir, tu vois, les donner à mes enfants. D'accord. Elle, tu vois, partageait aussi le placard de sa mère. Parfois, elle lui piquait des trucs. Enfin, tu vois, t'avais vraiment cet échange de fringues que moi, je trouvais fascinant. Et en plus, du coup, elle adorait chiner des vêtements. Parce que, je sais pas pourquoi, Ariane, on l'appelle le jean whisperer. Parce qu'en fait, elle est capable de trouver la bonne pièce dans un tas de fringues. Mais j'adore. Mais je sais pas, en fait, elle a un sixième sens. Je sais pas d'où elle sort ce don, tu vois. Mais en fait, quand tu vas dans une friperie avec elle, depuis, en vrai, on a vraiment vu une évolution. Mais les friperies à l'époque, c'était vraiment des cavernes d'Alibaba. C'était fouillis, ouais. C'était fouillis, tu vois. Tu rentrais, mais c'était la beauté de la chose aussi. Tu sais qu'on connaît plein de chineurs qui adorent la Chine pour la recherche, qui sont en nostalgie de cette époque. Ah bah ouais. Parce que se mettre à quatre pattes, sortir des trucs, tu vois, essayer d'écarter, tu vois, des piles de vêtements qui sont entassés sur un rack et tout, ça faisait le plaisir, tu vois. Et puis tu faisais des meilleures affaires aussi, faut être honnête, parce que t'avais pléthore de trucs, et puis aussi t'avais des fripiers qui faisaient ça de manière un peu massive et qui se rendaient pas compte parfois de la qualité que pouvait, ou de la valeur que pouvaient avoir certaines des pièces qui étaient un peu perdues, tu vois, dans leur stock, quoi. Est-ce que tu as maté la série Girl Boss? Oui, de Nasty Gal. Évidemment. Évidemment. Parce que là, quand tu me parles, je revois les images de la série, de la nana qui fouille dans les friperies et cette histoire. Est-ce que finalement, la fondatrice de Nasty Gal, c'est une femme qui t'a toujours inspirée? Au début d'Imparfaite, oui. En fait, au début d'Imparfaite, on avait vu la série, puis on avait lu les bouquins et tout. Et tu lui ressembles. Et écoute, je te remercie. Non, mais on est d'accord pas ou mal. pas? Je sais pas, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Non, elle est plutôt... Enfin, peut-être. En tout cas, oui, c'est une petite nana. C'est une blonde, enfin, tu vois. Ouais. Non, mais la vraie fondatrice. Hein, ouais. Et on avait regardé du coup un peu comment elle avait monté son truc. Ça nous avait inspiré au départ. Parce que, mais tu sais que t'as plein de personnes en fait qui commencent par le vintage et qui après se mettent à monter des boîtes de fringues. Enfin, franchement, la plus connue en ce moment dans notre univers, c'est Morgane Césalory. La fondatrice de Cézanne. Ah oui, bien sûr. Elle a commencé par le vintage, tu vois, en allant chiner. Savais pas. Elle a commencé par chiner les composantes à l'origine. C'était une marque qu'elle avait montée. Alors, je sais plus si c'était sur Etsy qu'elle vendait mais en gros, elle allait dénicher alors, à l'origine, je crois que c'était sa sœur qui lui avait filé un sac de vêtements à vendre. Elle avait commencé à les vendre, tu vois, sur Internet. Et puis, petit à petit, elle était allée chiner des vêtements. C'est encore, elle, une super chineuse. Enfin, elle achète des tonnes et des tonnes de pièces vintage. Elle en achète chez nous. Elle en achète après en friperie. Donc, c'est des gens qui adorent, tu vois, le vêtement.
Et nous, on dit souvent, en fait, quand t'aimes la mode, t'es obligé d'aimer le vintage, en fait. Bien parce sûr. que c'est comme si tu peins et tu connais pas tes classiques. Complètement. Parce que la mode, c'est l'histoire avant tout, tu vois. Il y a plein de choses à connaître sur la mode. C'est l'histoire, c'est la transmission, c'est le savoir-faire, c'est la qualité. On fait plus les vêtements comme on les faisait à l'époque, tu vois. Il y a quand même, franchement, le truc nostalgique de c'était mieux avant, sur la fringue, sur certains trucs, c'est vrai, tu vois. Et du coup, Ariane, elle faisait ça. Moi, j'y connaissais rien parce que je te dis, moi, je suivais les tendances de mes copines d'Enghien-les-Bains et en fait, j'avais pas ce sens, tu vois, du matching des fringues ensemble et tout. Et elle me traînait dans les boutiques. Elle me disait, non, mais tiens, mets ça, mets ça. Non, mais c'est bien ça, mets ça et tout. Et petit à petit, effectivement, en fait, on dénichait des pièces incroyables que j'ai encore dans mon placard aujourd'hui pour quelques euros, tu vois. Donc, en fait, c'est le rêve de toutes les meufs d'aller faire les boutiques avec toi et Ariane, quoi. Franchement, moi non, mais avec Ariane, ouais. Moi, maintenant, je m'y connais mieux, mais je continue à pas savoir. Moi, j'aime pas chercher, j'aime trouver, tu vois. Ariane, elle aime chercher. Est-ce que vous faites ça? Vous faites des séances, je sais pas, comment ça s'appelle, là, les nanas qui accompagnent d'autres nanas pour justement les habiller, les relooker un peu? Quand on fait des vintage fairs, aujourd'hui, on organise, tu vois, des grands événements où on fait venir les 50 meilleurs vendeurs de la plateforme et on se retrouve dans un grand hall en plein milieu de Paris, dans le 3e. Et là, t'as 8000 vêtements, tu vois, à les chiner, c'est trié sur le volet. Et Ariane fait des sessions un peu de personal shopping pour ses clientes un peu VIP, tu vois, les nanas qu'elle aime bien, ses copines, et puis des nanas de la presse et tout. Et je te dis, c'est là où on l'appelle le jean whisperer parce qu'elle va te trouver un rack de 400 jeans Levi's vintage, elle va te dire c'est celui-là pour toi, tu vois. Okay, et elle se plante jamais. Camille, si jamais vous décidez de lancer un nouveau concept sur YouTube où vous faites un truc genre personal shopper et que vous invitez des entrepreneuses, je suis archi partante. Je suis archi partante. Je te mets sur la liste. Viens à la prochaine Vintage Fair et je te mettrai entre les pattes d'Ariane. Grave. Ah non, mais grave. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que t'as beaucoup de personnes qui nous disent, et en fait, elle a testé ce truc sur moi, mais sans le savoir, en fait. Moi, je disais, j'adore, mais je sais pas par où commencer. En fait, c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui, les entreprises de fast fashion, etc., ça marche bien. C'est parce que t'as pas à réfléchir. On te dit, voilà, c'est Exactement. ça. C'est ça, prends-le, c'est pas cher en plus. Enfin, tu vois, c'est joli, on t'a fait une jolie photo, balai, tu vois. Et c'est vrai que quand t'achètes du vintage, ça demande 10 fois plus d'efforts. Parce qu'il faut te connaître, faut connaître un peu ta morphologie, faut savoir un peu ce que t'as en tête, ce que tu veux. Ça coûte un peu plus cher parce que c'est de la pièce de qualité. Puis ça a été chiné par des professionnels de vintage qui payent des impôts en France, qui ont une boutique, qui ont machin, etc. Donc, qui font bien leur boulot, tu vois. Donc c'est vrai que ça demande un peu plus d'efforts. Et souvent, la plupart des gens disent j'ai pas le temps. Et quand on a la raison même d'exister d'Imparfaite, en fait, est née de ce constat-là. C'est-à-dire, on allait chiner quand on était en école parce qu'on avait le temps. Quand on a commencé à bosser, en fait, on a arrêté d'y aller en boutique parce qu'on n'avait plus le temps, tu vois. Et puis parce que chiner en boutique, c'est la quête du Graal, tu vois. Tu vas connaître tes boutiques préférées, tu vas y aller une fois, tu vas trouver 10 pièces, tu y retournes 2 semaines après, t'as rien parce qu'en fait, c'est la loi de la Chine. Ouais, d'accord. Ça dépend de ce que tu trouves, tu vois. Donc parfois, t'es hyper chanceux et puis parfois, tu rentres bredouille, sauf que tu y as passé 3 heures et ça fait trop chier, tu vois. Mais est-ce que finalement, le truc, c'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, c'est quand t'aimes chiner, t'aimes chercher. Donc, est-ce que c'est grave si tu trouves rien? Ça fait pas partie de l'expérience ou, tu vois, du truc où tu sais que peut-être tu trouveras rien et c'est OK et tu reviendras la prochaine fois et peut-être que tu trouveras. Si, c'est vrai. Sauf que on s'est rendu compte que nous, on voulait être capable, qu'il y avait un marché, raison pour laquelle on a monté Imparfaite, parce que quand on s'habillait vintage, tout le monde nous disait « Ah, il est trop cool ton trench, où est-ce que tu l'as trouvé ?» Ah, en vintage, je l'ai payé 50 balles. Ah ouais, super. Ah ouais, mais moi, j'ai pas le temps, j'ai pas machin, j'ai pas de truc, etc. Et en fait, on s'est dit, c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, le monde tourne par rond. On a des boutiques vintage, il y a 15 000 boutiques vintage Friperie Dépôt-Vente qui existent aujourd'hui en France. Elles ont toutes pignon sur rue, c'est juste que déjà, il y en a beaucoup qu'on voit pas. Franchement, tu vas voir, tu vas sortir du podcast, là, tu vas voir 30 boutiques vintage sur ton dingue. C'est toujours chemin. Comme ça. Ouais. En fait, elles sont... Et à l'époque, elles étaient encore plus invisibles parce que le marché était moins hype, tu vois, qu'aujourd'hui. Donc, il y avait moins d'efforts mis sur la devanture, le merchandising, etc. Maintenant, tu as des boutiques qui se sont complètement transformées en termes de concept et c'est tant mieux parce que ça permet du coup d'attirer une nouvelle cliente. Mais du coup, on avait plein de potes qui me disaient « Ah, c'est génial et tout. Je sais pas, ah ouais, mais moi, j'ai pas le temps, je sais pas chercher, et puis j'ai pas la foi et tout. » On s'est dit, donc, personne n'y va. Sauf les studios de création des belles marques et des belles maisons qui, elles, en fait, ne créaient plus rien d'un point de vue stylistique,
mais vont faire des tours de Chine, récupèrent des pièces et font du copier-coller en fait pour créer les prochaines collections. Donc c'est pour ça que c'est toujours sans fin, quoi. C'est toujours la même chose qui revient. Exactement. Ok. En fait, aujourd'hui, les marques de mode ne créent rien de nouveau d'un point de vue vestimentaire, tu vois. Ce qu'ils créent, c'est des concepts, c'est des marques, c'est du rêve, c'est du marketing et c'est fantastique. Enfin, comprends-moi bien, moi j'adore, je suis fan de plein de marques, de nouvelles marques. Je trouve qu'il y a des univers créatifs qui sont incroyables, qui font rêver, qui sont géniaux. Ouais, bien sûr. Mais si tu reviens aux vêtements, une chemise, c'est une chemise, une veste, c'est une veste. Pour créer quelque chose de portable, neuf, ça n'existe quasiment pas. Et encore une fois, c'est pas une insulte, c'est-à-dire c'est pas pendant très très longtemps en fait, ça a été quelque chose qui a pas été avoué et qui était caché en fait par les studios de création. Mais ça, je crois que ça ne se sait pas, hein, à part dans ton milieu, tu vois, où tu évolues dans ta sphère, etc. Mais moi, j'avais jamais entendu ça. Aujourd'hui, si tu vas dans des studios de création, très 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 rare ceux qui dessinent les lignes. Plus personne ne dessine. Ce qui se passe généralement, c'est un mood board ou une intention créative qui est donnée par un directeur artistique. Et après, tu as un studio qui va chercher des iconographies, qui va chercher des images dans des revues vintage, qui va faire le tour de toutes les boutiques vintage, etc. Tu as même des gens qui sont spécialisés dans la Chine de produits vintage pour aller nourrir les studios de création, tu vois. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils font du copier-coller. Ils disent « Ah, ça, j'adore cet imprimé. Ah, ça, j'adore ce col. Ah, ça, j'adore machin. » T'as plein de marques qui rééditent aussi des anciens produits de leur vieille collection et qui les remettent au goût du jour. Le vintage, en fait, ça fait vraiment partie intégrante de la création aujourd'hui des maisons de mode. Et c'est normal, si tu veux. J'allais dire, bon, so be it, il n'y a pas de problème. Tu vois, ouais. Y a pas de problème. Ça a longtemps été caché parce qu'il y avait un problème de propriété intellectuelle. Qu'est-ce qui est la copie, qu'est-ce qui est l'inspiration, tu vois. Donc souvent, ça a été mis un peu sous le tapis, etc. Mais il y a un Dayad Prada, tu connais ce site, cet Instagram. En fait, c'est quelqu'un qui fait toujours les rapprochements entre ce que tu vois défiler et puis les robes vintage ou les vêtements vintage. Okay. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a énormément de similitudes, que tu as des directeurs artistiques aujourd'hui qui puisent la totalité de leur inspiration dans quelques gars, tu vois, anciens. Enfin, mais c'est fascinant, en fait, de voir... bien sûr. Mais d'un côté, c'est vrai que tu te dis c'est dommage qu'ils laissent pas libre cours à leur créativité et qu'on voit de nouveaux trucs. Alors après, est-ce que tu penses qu'on peut encore créer de nouvelles choses dans la mode, tu vois? Évidemment, t'as plein de personnes qui créent des trucs. Mais tu vois, par exemple, Alessandro Michele. Non, mais tu vois, Alessandro Michele, qui était le directeur artistique de Gucci, il est parti là, il y a quelques temps. Lui, il était officiellement, si tu veux, inspiré des années 70. Il avait vraiment... il y a des trucs qui sont... t'as des inspirations qui sont très, très claires, en fait. Et pour autant, c'était un vent frais incroyable sur la marque. Ça a glamourisé, si tu veux, Gucci d'une manière incroyable. Et ça jouait aussi un peu... Enfin, c'est un truc aussi très fort en marketing, parce que ça jouait aussi sur des images, tu vois, nostalgiques des années 70. Oui, c'est vrai. Donc, et créativement, il a été fantastique. Mais c'était pas quelque chose qui était table rase, comme ce que tu pouvais avoir avec un Yves Saint Laurent ou avec un Karl Lagerfeld, tu vois, à leur époque, où vraiment c'était en contradiction avec des époques d'avant, tu vois. Là, au contraire, c'est... OK, c'est un cycle, ça revient, tu vois. Donc, effectivement, la mode est un éternel recommencement. Et en fait, quand on a monté Imparfait, on s'est dit, c'est dingue, parce que on savait que Ariane travaillait dans des maisons de mode à cette époque-là. Elle travaillait chez Lanvin, chez Saint Laurent, etc. Moi, j'étais chez L'Oréal. Et en fait, on va revenir sur ton parcours aussi. Enfin, très rapidement, mais en gros... Donc, on est allé, on s'est connus donc en prépa, on a fait nos écoles de commerce séparées, on était toujours très proches, et puis après, on est rentré dans le monde du travail. Elle a fait de la mode, donc elle est rentrée comme chef de produit en gros dans des maisons de mode, et moi, j'ai commencé chez L'Oréal parce que c'était la mec du marketing, parce que j'avais fait un stage là-bas, je m'étais super plu et tout, donc j'étais partie là-bas. Mais moi, t'étais à Londres, c'est ça? Après, je suis partie à Londres, d'accord, effectivement, pour une marque qui s'appelle Urban Decay. Enfin, c'est encore un truc différent, mais et pendant très longtemps, en fait, j'avais fait les rouges à lèvres. J'étais responsable des rouges à lèvres, de la création des rouges à lèvres chez Yves Saint Laurent, chez L'Oréal. D'accord. Et elle était chez Saint Laurent, la mode. Donc en fait, on était dans la même maison, mais pas dans les mêmes groupes, tu vois. Et elle était à la mode, et moi j'étais au make-up. Et nous, on était au make-up, tu vois, on était baignés dans les images de Monsieur Saint-Laurent à Marrakech, tu vois, avec ses croquis partout et tout. Enfin, je trouvais ça fantastique, tu vois, j'avais vraiment des étoiles dans les yeux. Et puis, on était, je me souviens très bien, on était en train de prendre un verre de rouge, tu vois, dans une terrasse à Paris, tu vois.
Puis on parlait de notre vie. Je disais, oh là là, mais t'as tellement de chance de travailler, tu vois, dans un univers créatif aussi incroyable. Est-ce qu'il dessine encore et tout? Et du coup, elle m'avait rayonné en disant, évidemment pas. T'imagines bien que dans le monde d'aujourd'hui, il y a tellement de pression à la création de collections. Les studios sont tellement pressurisés qu'en fait, on fait plus ça. On va chercher les archives, on recrée, mais en fait, on fait un peu aussi du copier-coller. Et puis, c'est très bien, c'est normal, c'est un processus créatif nouveau et tout. Et on s'est dit, OK. Donc, en fait, si on comprend bien, aujourd'hui, ces mecs-là, ils vont chercher dans les boutiques au coin de la rue du vintage. Ils les font défiler sur des podiums. Et derrière, tu as la fast fashion qui va reproduire ces trucs-là en neuf à l'autre bout de la terre pour revenir, en gros, dans les différentes boutiques pieds de rue et on les achète là-bas. Donc, en fait, on est en train de polluer la terre à reproduire en neuf un truc qui existe déjà, qu'on aurait pu aller chercher en fait directement en boutique. C'est juste parce qu'on ne sait pas que c'est là et on n'arrive pas à aller les chercher, tu vois. On s'est dit, c'est quand même trop con. Du coup, essayons de développer une plateforme qui met à disposition la plupart des belles pièces, en gros, du vintage qui existent de manière hyper facile parce que la complexité, c'est pas que les gens veulent pas, c'est qu'ils savent pas par où commencer, tu vois. Et c'est comme ça qu'Imparfait est né. Et ce qui est intéressant aussi de savoir, parce que nous, on a beaucoup d'auditrices qui sont aujourd'hui salariées et qui rêvent de devenir entrepreneuses, qui rêvent, si tu veux, de lancer le projet qui va donner du sens à leur vie, etc. C'est un peu le goal de tout le monde en ce moment. Il y a beaucoup d'entrepreneuses aussi qui écoutent. Comment toi, tu as fait ce gap, enfin toi et ton associé, de salarié à entrepreneuse? Est-ce que c'était du coup un side project en parallèle de votre job pendant, tu vas me dire, X mois, X années, ou est-ce que vous avez fait le grand saut et hop, on se jette à l'eau direct? Il y a un gars qui a été providentiel en fait dans le passage. C'est quelqu'un qui s'appelle Jean de la Roche-Brochard, qui est un VC qui est responsable du fonds de Xavier Niel. C'est un gars qui est assez connu dans le monde entrepreneurial parce que Kima Venture, donc, qui est le fonds de Xavier Niel, est un fonds d'amorçage, c'est-à-dire souvent, il met de l'argent dans les boîtes quand elles viennent tout juste de commencer. C'est les premiers 150 000 € en gros que tu vas chercher, c'est généralement chez Kima. Ils ont une thèse d'investissement qui est géniale parce que c'est vraiment, ça aide les gens comme moi, tu vois, à se lancer. C'est de dire, on saupoudre, c'est-à-dire on voit plein de projets entrepreneuriaux par an. On investit dans 100 à 150 boîtes par an. Statistiquement, il y en a qui vont sortir du lot. C'est un peu ça, tu vois, leur théorie. Donc, l'avantage, c'est vrai, ils donnent des moyens à beaucoup de startups, tu vois, en amorçage. Et en fait, moi, j'étais donc chez L'Oréal. J'avais ce projet-là en tête, tu vois, ça commençait à me triturer l'esprit et j'adorais L'Oréal, je trouvais que c'était une boîte incroyable et tout, mais il me manquait du sens et effectivement, j'avais pour le coup acquis assez de maturité à ce moment-là pour savoir que j'avais plus envie d'être salariée, que je trouvais que c'était une vie un peu plan-plan, que autant j'adorais, je trouvais que j'étais entourée de personnes hyper bien câblées, fantastiques, etc. Autant je trouvais que le top management n'était pas méga inspirant, je trouvais que c'était très politique. Puis je trouvais qu'il y avait un plafond de verre en plus, tu vois, il y avait que des mecs. Enfin, je sais pas, il y avait un truc où j'arrivais pas à me voir sur le long terme, tu vois, dans la boîte. T'avais quel âge à cette époque-là? J'avais 28 ans. D'accord. Tu vois, donc j'étais déjà assez vieille. Tu vois, mais dans la logique aujourd'hui de l'entrepreneuriat, parce que aujourd'hui, t'as les entrepreneurs qui le font à l'école. Elles ont 18 ans. Voilà. J'ai mis du temps à me lancer. Et puis en plus, tu vois, il y avait ce côté courir après la nouveauté tout le temps. J'adhérais plus à ce modèle. Au contraire, tu vois, je préférais travailler sur des pièces qui existaient déjà, etc. Puis j'ai commencé à me renseigner. Je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire. Et là où je te dis que ça a été providentiel, c'est que au moment où j'étais dans cette réflexion, j'ai une pote, Anna, qui m'appelle et qui me dit, qui travaillait chez The Family à l'époque, et qui me dit, ouais, il y a Jean qui est en train de lancer un truc, ça s'appelle le No MBA, c'est un programme qu'il veut tester. Il a fait des appels à candidature. Ce qu'il veut faire, c'est prendre 6 jeunes et voir si en les formant pendant 1 an, il peut en devenir soit des entrepreneurs, soit des venture capitalistes, soit en gros les faire transitionner en fait vers un monde start-up, tu vois. J'étais genre, c'est pour moi. Incroyable. Je crois qu'il y a eu des milliers de candidatures. C'est sûr. Il y a eu vraiment beaucoup de candidatures. Et puis, je suis prise, tu vois. Il y a 6 personnes et je suis prise. Mais t'es prise, t'es toute seule. Là, t'as juste envie de toi, toute seule. Enfin, il n'y a pas d'histoire avec ton associée Ariane. Vous n'avez pas encore discuté. J'avais déjà cette idée en tête. D'accord. Mais dans le process, tu vois, de sélection, il n'y avait pas du tout eu question de est-ce que t'as un projet, est-ce que t'as un truc. C'était vraiment plutôt qui t'es, qu'est-ce que t'as envie de faire, pourquoi. Je me rappelle plus exactement mais il y avait eu plusieurs, tu vois, sessions. Et au final, je te prends, tu vois. Donc, truc de ouf. Fantastique. Ouais. On était 6 à être pris. Et pareil, que des personnalités hyper différentes, tu vois.
Et aujourd'hui, on est devenus des gens très différents aussi. T'es toujours en contact avec eux, du coup? Avec certains, pas tous, mais avec certains d'entre eux. Il y en a 2 qui ont disparu, là, je sais pas ce qu'ils sont devenus. Mais t'as un gars qui fait de l'événementiel aujourd'hui, t'as un gars qui est super... tu vois, moi, j'étais la plus vieille. J'avais 29 ans, du coup. Le plus jeune, il avait 19 ans. Oh là là, d'accord. On est nés genre à 2 jours d'écart, mais à 10 ans d'écart, tu vois. Donc pareil, il y a eu c'était marrant, tu vois, de voir qu'on n'était pas du tout les mêmes profils. Et on a pris ce programme chacun de manière très différente. Et moi, ça a vraiment été... Donc pendant 6 mois, ils nous formaient en gros au monde de l'investissement. Donc on voyait des tonnes de deals passer, on récupérait le deal flow du coup de Kima. Donc on a compris comment marchait un PNL, quels étaient les points, tu vois, intéressants à avoir pour valider de la traction sur un business model, quels étaient en fait, il nous a formés, tu vois, un peu à tout ça. Et les 6 mois d'après, c'était OK, maintenant vous montez un projet. Et on devait monter ce qu'on appelait à l'époque une muse, c'est-à-dire un petit projet qui ne prend pas beaucoup de temps, mais qui est censé t'apporter un cash flow, si tu veux, assez pas important, mais un cash flow stable, tu vois, dans le temps. Exemple, le truc le plus simple, le plus simple. Je dis pas que le business model est simple, c'est vraiment très compliqué à faire, mais c'est juste que c'est l'exemple facile, si tu veux, de la muse. C'est par exemple, tu fais un cours de yoga en ligne ou un truc, tu le mets en ligne et après, tu fais payer l'abonnement au cours de yoga. Donc, en fait, t'as un flux d'argent qui tombe régulièrement pour un truc que t'as fait et qui te demande plus de travail, entre guillemets, même si c'est pas si simple que ça. Mais en gros, c'est ça l'idée. Et il est génial, ce programme. Enfin, je trouve ça... Il n'existe plus maintenant. Bah ouais, mais du coup, malheureusement. C'était super. Mais c'est vrai que c'était génial. Et j'ai tellement appris. Et puis, et moi, je vais le voir et je lui dis, OK, je veux pas faire de muse. J'ai un projet depuis hyper longtemps. On l'a hyper pensé et tout. Et puis, je travaille un peu dessus, un peu on the side. Comme, en fait, sur les 6 premiers mois, comme je voyais des BP, comme je voyais, tu vois, plein de trucs et tout, je commençais à travailler un peu sur mon projet. En fait, ça devenait de plus en plus réel. Et puis, je m'étais rendu compte aussi que il y a beaucoup de personnes, je pense beaucoup de femmes, qui imaginent que entreprendre, ça demande des capacités particulières. Pas tellement. En fait, le seul truc que ça demande... Humaine, tu as des soft skills, quoi, en fait, surtout. Non, en fait, moi, mais après, peut-être que je transpose mes propres mauvaises compréhensions de l'époque, tu vois, mais moi, j'avais l'impression que pour être entrepreneur, il fallait être exceptionnel, c'est-à-dire être un Steve Jobs, tu vois, être un génie d'un secteur ou d'avoir craqué un modèle sur un truc, tu vois, hyper particulier, etc. Je pensais qu'il fallait inventer un truc de nouveau, avoir l'idée du siècle. Je pensais juste qu'il fallait avoir un coup de génie, tu vois. Et comme je te dis, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très... je me considère pas exceptionnelle, tu vois. J'ai toujours été très basique. Je faisais les études. J'étais employée chez L'Oréal. Je marchais bien chez L'Oréal, tu vois. J'avais une super belle progression de carrière et tout, mais on m'a pas fast-tracké DG tu vois. J'étais parmi mes pairs et j'étais très heureuse comme ça, tu vois. Donc je m'étais toujours dit, OK, en fait, ça demande des capacités de vision, de leadership, que j'ai pas, tu vois. En fait, j'ai pas ça en moi, c'est pas pour moi, donc j'ai peut-être essayé de faire de l'investissement et tout, mais du coup, je me projetais pas là-dedans parce que je pensais que j'étais pas capable, tu vois. Et en fait, tous les investisseurs que je rencontrais, c'était que des gens, en fait, comme moi. C'est-à-dire, c'était que des gens qui avaient juste eu le truc que j'avais pas, c'est-à-dire du courage, tu vois. De se dire, OK, je vais peut-être me planter, ça a peut-être pas marché, mais au final, c'est pas le but qui compte, c'est aussi le chemin. Je vais m'éclater à le faire, je vais apprendre plein de trucs à le faire. Et puis on verra, tu vois. Non, mais tu vois, ça, tu le remarques pas, mais ça, c'est un état d'esprit. Tout le monde n'a pas cet état d'esprit de se dire « Ok, je vais me lancer et puis on verra ». Tu vois, t'en as plein qui vont justement être complètement paralysés par la peur d'échouer. Et ça, tu t'en rends peut-être pas compte ou tu t'en es peut-être pas rendu compte à l'époque, mais du coup, t'as surmonté ce truc-là. Mais je pense que ça revient à avant. Ça revient, tu vois, aussi à mon cadre familial qui était hyper stable, où en fait, je savais qu'au pire... Franchement, je me disais, moi, je suis quelqu'un d'assez négatif, tu vois. Je suis assez angoissée, en vrai, dans ma life. Je me réveille très régulièrement la nuit et je me fais des montagnes de trucs, tu sais. Et le lendemain, quand je me réveille, je me dis, mais pourquoi t'as phasé là-dessus, tu vois? Ah ouais, dur. C'est pas si grave, en fait. Tu sais, la nuit, tout paraît plus gros, plus noir, plus machin, etc. Absolument. Plus dur. Donc là, parfois, tu sais, je suis là, je me retourne dans mon lit. Mon mec, il me dit, arrête, tu fais chier et tout. Et je suis genre, non, mais j'ai ce truc et tout. Et 2 heures après, je me réveille et je me dis, bah, alors vraiment, no biggie, c'est pas très grave, tu vas trouver une solution. Et, tu vois. Tu connais la question, d'ailleurs, j'en profite pour rebondir là-dessus. Justement, quand il y a un truc qui te turlupine, un truc pour lequel ça te stresse, t'es angoissé, tu te poses justement la question, est-ce que ce problème-là aura de l'importance dans 5 ans?
Si la réponse est non, tu ne passes pas plus de 5 minutes à tergiverser dessus. Non, je fais pas ça. Moi, souvent, ce que je fais, et c'est le truc qui marche pour moi, c'est que je me dis, quelle est la pire situation qui puisse t'arriver, là, considérant le contexte. C'est quoi le pire, vraiment? Et en fait, tu te rends compte que c'est pas si pire. Enfin, que c'est pas si grave. Ok. Ouais. Souvent, en fait, le pire, c'est un gros coup dans ton ego, tu vois. Ouais. Et je me dis, bon, je peux dealer avec ça, tu vois. Complètement. Et donc, souvent, en fait, au lieu de mettre le truc sous le tapis, parce que je sais qu'il y a un truc qui est en train de grossir et tout, je me dis, OK, regarde-le en face. C'est quoi le pire? OK, c'est bon. Ça va. Et du coup, j'avance. Super tips. Ouais. Et ça, souvent, regarder en face tes peurs, tu vois, tes pires peurs. Souvent, ça te fait dire... moi, par exemple, j'ai le truc qui m'angoisserait, tu vois, où je me dis vraiment, c'est la catastrophe. Ce serait vraiment genre finir à la rue, t'as plus de toit, tu vois, t'as tellement mis... Donc, en fait, je me suis dit, OK, il faut pas que je me mette trop à risque financièrement, personnellement. Donc, je te dis, j'ai pas d'argent de famille, etc. Mais je me suis fait un peu d'argent chez L'Oréal parce que t'as des participations, etc. Donc, j'avais un tout petit peu de sous de côté. Je me suis dit, ça, t'y touches pas. Ça, c'est interdit, en gros, d'y toucher quand tu commences ta boîte. Il faut que tu ailles chercher de l'argent ailleurs parce que je voulais me dire, OK, le pire qui puisse arriver, c'est, en fait, tu fermes et tu recommences à zéro. T'as un petit peu de sous, au pire, pour te retourner. Oui. Au pire, même s'il faut lâcher l'appart pour X raison, tu retournes chez papa, maman. En fait, c'est un coup d'ego, tu vois. Ça te fait chier parce que... Et encore, ça va, t'as pas d'enfant. Enfin, tu vois, t'as pas trop de j'avais barrière, pas d'enfant, tu vois. Aujourd'hui, le pire que je me dis, c'est bon, en fait, ça ferme et je finis avec que dalle. Et voilà, je me dis, au pire, j'aurais vécu une aventure incroyable, j'aurais appris des trucs fantastiques, j'aurais vécu une expérience de dingue avec l'une de mes meilleures amies. Et donc, à quel moment tu quittes ton CDI? Parce que du coup, donc, tu fais ce programme, tu lances un peu ton side project, avec ta copine, vous commencez un peu à vous associer. Mais là, pendant tout ce temps-là, t'es salarié encore? Non, j'avais en fait, donc quand j'ai candidaté là pour le No MBA qui m'a dit d'accord, j'avais 2 mois pour quitter mon taf. Ah, waouh, quand là, même. Là, tu quittes ton taf. Mais ça, c'est un vrai gap quand même. Ouais. Là, pour le coup, donc j'étais à Londres à l'époque. Je travaillais pour une marque qui s'appelle Urban Decay. Je faisais de l'expansion commerciale pour eux. Et donc chez L'Oréal, c'est une marque de L'Oréal qui venait juste d'être achetée, donc il y avait un projet qui était assez cool et tout. Et mon mec était là-bas, à Londres. Et là, je regarde mon mec et je lui dis, je suis prise, je rentre à Paris. Et il me dit, ok, vas-y. Donc en gros, il me soutient. Et du coup, vous avez continué quand même à distance. Ouais. C'est ton mec, c'est toujours ton mec. C'est toujours mon mec, c'est le père de mes enfants. Stylé. Il m'a toujours soutenu, tu vois, là-dedans. Il m'a dit, ok, vas-y. Beau. Donc j'ai quitté L'Oréal. Ouais. J'ai posé madame. J'ai quitté mon mec, du coup, enfin, je l'ai laissé à Londres. Je l'ai pas quitté, mais je l'ai abandonné à Londres. J'ai pris un appartement de 15 mètres carrés, en gros, à Paris, histoire d'avoir un pied-à-terre, tu vois. Et j'ai commencé à faire ce No MBA programme. Je me suis dit, Inch'Allah, on y va, on regarde, on voit ce que ça donne, tu vois. Donc, tu vois, la mine de rien, je rebondis encore une fois parce que c'est intéressant. Tu parlais du mindset de l'entrepreneur. Là, déjà, il y a quand même des gros traits du mindset de l'entrepreneur. C'est-à-dire le fait de... La prise de risque, quoi. Prise de risque, prise de décision ultra rapide, ça fait partie des qualités qui sont vraiment phares chez les meilleurs entrepreneurs. Et le fait de ne pas avoir peur de générer un changement pour atteindre tes objectifs. Tu vois, t'étais dans la détermination. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est des trucs que tout le monde n'a pas de manière innée, qui se développe, tu vois. Ouais, mais encore une fois, tu vois, je me suis dit, ok, c'est quoi le pire qui puisse t'arriver? Dans un an, tu t'es planté, tu t'es dit que en fait, c'est de la merde, c'est pas pour toi. Bon, en fait, tu recandidates chez L'Oréal, ça se passait bien, ils allaient me reprendre, tu vois. Tu vois, mais super mindset, je t'assure que les nanas qui vont écouter ça, elles vont dire, moi, je m'en sentirais pas capable, mais elles vont toutes prendre. Ça, c'est vraiment des putains de conseils, quoi. Ouais. Et après, j'avoue que les 2 trucs, moi, qui me permettent enfin, je pense, qui m'ont permis de faire ça, c'est le fait d'avoir une structure familiale quand même solide. Et 2, le fait d'avoir quand même un diplôme. Tu vois, moi, je me suis jamais angoissée parce que je me suis toujours dit, bon, j'ai quand même tu vois, j'ai quand même HEC, je vais quand même arriver à trouver quelque chose, tu vois. Même si je fais pendant un an un taf qui me plaît pas forcément, bon, je vais arriver à me... J'ai toujours eu confiance, en fait, dans ma capacité à me démerder. Ça, oui, tu vois. Je me suis toujours dit, tu t'en sortiras parce que tu trouveras des trucs. Et en fait, je ne sais pas aujourd'hui le truc, c'est pour ça que je sais pas si c'est vraiment très intéressant pour certaines personnes, tu vois. Je me dis, est-ce que quand aujourd'hui t'as pas de diplôme, est-ce que t'as cette capacité d'esprit, j'entends, d'esprit de dire fuck it, je le fais, et puis ouais, certainement, en fait. Si, moi je le vois, tu vois, avec les nanas que j'interviewe micro des locomotives. Alors les jeunes, et t'as beaucoup de jeunes qui ne sont pas allés au bout de leurs études, des nanas de 24 ans qui aujourd'hui génèrent des chiffres d'affaires waouh.
et elles n'ont pas forcément de diplôme et elles n'ont pas peur. Le gars de 19 ans là, avec qui j'étais dans le No MBA, pas de diplôme, mais c'est l'un des gars les plus smart que je connaisse. Et lui, il a une capacité et des ressources. C'est ouf, hein. Il ira très, 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 très loin. Tu vois, déjà, il est très, très loin. Et puis en plus, t'as 24 ans. À 24 ans, t'as peut-être moins de peur, je sais pas. Ouais. Non, c'est vrai. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y a des trucs dans ta vie quand même qui te permettent d'avoir cette flexibilité d'esprit. Et moi, je sais que ça m'a toujours assurée. Je pense que c'est un vrai conseil. C'est posez-vous la question, c'est quoi le pire? Et au final, tu te rends compte que souvent, à part une petite honte, tu vois, et le fait de rentrer un peu, tu vois, tout penaud chez tes parents avec la queue entre les jambes en disant j'ai merdé, désolée, tu vois. Mais bon, en vrai, si tu prends pas de risque, tu te fais chier, quoi. Enfin, mais complètement. Et ça vaut le coup, tu vois, de tenter. Et puis vraiment, franchement, encore aujourd'hui, ça peut se planter, moi, imparfaite. Hein. C'est pas dit, vraiment, on est loin d'avoir loqué tout le business. Et vraiment, je me dis, au pire, l'aventure était belle, tu vois. J'ai appris plein de trucs, j'arriverai à le valoriser sur autre chose. Ça me ferait évidemment très mal au cœur parce qu'on y a mis plus que notre énergie, on y a mis nos tripes, on a passé des nuits blanches, vraiment on s'est défoncé pour cette boîte et on y a mis énormément de sueur. Mais bon, écoute, on ne perd pas à cœur ouvert, tu vois, et puis ça aurait été une belle histoire, quoi. En quelle année Imparfaite voit le jour exactement? 2017. Quand exactement? 2017. Ah waouh. En fait, fin 2017. Ouais. 2017, j'étais encore dans le No MBA et donc je dis à Jean, sympa, t'amuses là, mais en fait, moi j'ai envie de monter un vrai truc. En fait, je me suis rendu compte que j'avais la résilience qu'il fallait et j'avais suffisamment de conviction dans mon projet pour le mener à bien. J'ai en plus la super fondatrice avec moi, enfin cofondatrice, je connais la personne qu'il me faut. Laisse-moi 6 mois pour tester le truc. Et ça, franchement, c'était royal parce que j'étais payée du coup dans mon No MBA. J'avais le conseil quand même d'un des meilleurs VC, tu vois, de France. C'est vraiment incroyable, quoi. J'étais entourée d'entrepreneurs en devenir, donc c'était vraiment royal comme premier 6 mois. Et en fait, on a commencé comme ça, tu vois. Alors, pour le coup, le début d'Imparfaite, c'était sport quand même. Quand j'y réfléchis, parfois, on regarde un peu en arrière, on se dit, putain, alors c'était il y a longtemps, mais on en a fait du chemin. Donc, au tout début, aujourd'hui, la seconde main et le vintage, ça paraît évident pour tout le monde. En 2017, c'était nowhere. Complètement. C'était nowhere. Hyper précurseur. Quand j'ai dit à mon père, on va monter un truc dans la fripe, mon père m'a dit, mais du coup, tu vas être... Attends, qu'est-ce qu'il a utilisé comme mot? Ah putain, je me souviens plus. Tu vas être chiffonnier, ma fille. Il m'a dit, mais tu vas être chiffonnière? Tu sais, pour lui, en fait, wow. C'était vraiment tu vois, chercher des haillons, tu vois, il comprenait pas l'attrait que des vieilles fringues pouvaient avoir. Tu sais, c'est la génération, en fait, mon père, il est dans les années 50, tu sais, c'est la génération de le neuf, le sûr. progrès, bien sûr. Faut s'acheter des télés toujours plus grandes, tu vois, enfin, il a pas, la nostalgie du passé, il commence à l'avoir maintenant parce qu'il commence à vieillir, tu vois, mais oui. il a pas grandi avec ça, tu vois, pour lui, le progrès, c'est devant et tout. Et donc, il comprenait pas du tout. Et puis, c'était pas un truc et tout. Et donc, je lui ai dit, non, t'inquiète, on va en faire un business, on va essayer de faire quelque chose, ça va être sympa. Et puis, en plus, j'y crois vachement parce que ça allie mes objectifs écologiques avec un projet entrepreneurial. Enfin, vraiment, bref. Donc, je lui ai un peu expliqué le projet. Maintenant, il comprend, mais à l'époque, vraiment, j'ai mis 2-3 ans à lui faire comprendre ce que je voulais faire. Et on a commencé. Donc, on était allé voir les 5 boutiques dans lesquelles on chinait tout le temps. Et on leur a dit, voilà, Isana... on aimerait trop vendre tes fringues, mais en ligne. Et c'est des personnes qui n'avaient pas de boutique, donc ils avaient une boutique physique, mais ils n'avaient pas de boutique en ligne, pas de site. Les 2-3, on en avait rencontré 2-3 qui avaient un site et nous avaient dit c'est une tannée, il faut, enfin, je sais pas comment faire, je sais pas comment faire de l'acquisition, je sais pas comment rendre mon site visible. Et puis en plus, dès que je mets une pièce en ligne, je la vends en boutique, alors du coup, enfin, je l'update pas, enfin, tu vois, c'était une galère, ils trouvaient ça trop compliqué. Et franchement, c'est compliqué de gérer un site si tu fais pas que ça, tu vois. Surtout qu'il faut se rendre compte que la vie d'un fripier ou de quelqu'un qui détient une boutique vintage, moi, j'ai une passion pour ces gens et j'ai vraiment une admiration. C'est un travail tellement compliqué. Il faut se lever tôt, il faut aller chez les grossistes, il faut acheter des sacs de vêtements, il faut les trier, il faut les laver, il faut les remettre en état, il faut recoudre les machins. Donc déjà, ils mettent mais parfois, ils investissent aussi beaucoup d'argent à remettre une pièce en état, tu vois. La repasser,
prendre la photo ou la mettre en boutique. Après, trouver la boutique, gérer tout un personnel, gérer le customer, tout le fichier client. Enfin, en fait, ils ont tellement de casquettes différentes, tu veux, et souvent ils sont seuls ou ils ont 2-3 personnes, tu vois, dans la boutique pour faire la vente, mais ça reste quand même un métier assez solo. Et au final, pour se retrouver toute la journée, tu vois, avec des gens en face qui disent « Ah, c'est trop cher, ah, je te le négocie, ah, machin, etc. » Alors qu'en fait, ils se rendent pas compte du prix de la pièce et du travail que ça représente, tu vois. Donc, quand on a commencé à aller les voir en leur disant « Divisons pour mieux régner », c'est-à-dire vous continuez à faire ce que vous savez faire et ce qui vous plaît le plus, à savoir chiner des vêtements. Et nous, on essaye on se démène pour vous trouver des clients en digital. Et au début, franchement, ils nous ont regardés en mode... Ouais. Ah, non. On a eu des tonnes de noms, t'imagines bien. Bien sûr. Et on en a eu 5 qui nous ont dit « Ok, vas-y, tu sais quoi, vous me faites rire, là, les jeunes. En plus, on était 2 petites blondes, tu vois, les petites blondinettes, là, allez-y. » Ils nous regardaient un peu de manière paternaliste, tu vois, en mode... j'ai roulé ma bosse, tu ne vas pas y arriver, mais vas-y, mon kiki, tu vois. Et avec énormément d'amour et de générosité, et de, tu vois, envie aussi de nous aider et tout. Donc, on leur laissait notre carte d'identité, tu vois, en caution. On leur récupérait des fringues. Trop drôle. On ramenait les fringues dans mon 15 mètres carrés, du coup. On avait acheté un fond blanc, on prenait les photos. Après, on mettait tout ça sur un Shopify. Je détourais les photos, toutes les photos à la main. Le soir, devant la télé, je détourais les photos. On mettait chaque pièce en ligne, on décrivait, machin, etc. On faisait des shootings. Hein, et on ramenait les pièces, du coup, dans les boutiques. Quand on avait une vente, après avoir fait 2 minutes de danse de la joie, parce qu'on était trop contents d'avoir un client, on retournait dans la boutique. On récupérait la pièce. Ah, waouh! Ah, mais oui, effectivement. J'ai fait le tour de Paris en métro et en scooter. On faisait les paquets, on allait à la poste. Bien sûr. Bon, bref. Combien de temps ça a duré Très longtemps. Ah, très longtemps? Très longtemps, parce qu'en fait... C'est quoi très longtemps pour ça? 1 an et demi quand même. D'accord, ça va. Enfin, c'est un démarrage de boîte. Bon. Ouais. Non, mais non, mais tu vois, ça paraissait long. Non, mais c'est long. C'est long, fatigant. mais c'est rare. Enfin, ça existe, les nanas qui disent moi, en 3 mois, incroyable. C'est bon, j'ai déjà une équipe de 12 personnes. Tu vois, mais c'est pas le plus, plus courant. Non, c'est vrai. Non, écoute, nous, ça a duré un bon moment. Et la simple et bonne raison, c'est parce qu'on n'était pas certaine du business model. C'est-à-dire, on n'était pas certaine que les nanas allaient être d'accord pour acheter des fringues qu'elles n'avaient jamais vues, qui étaient vintage, qui avaient des défauts en ligne. On ne savait pas combien allaient être retournées. Et on savait pas... On avait vraiment besoin de comprendre en détail le travail d'un fripier pour se rendre compte, tu vois, à quel moment on pourrait être capable de l'aider dans sa vie de tous les jours. Parce que, en fait, si tu lui rajoutes du travail, tu vois, typiquement, la raison pour laquelle, au début, on récupérait les fringues, c'est parce qu'ils disaient, non, mais j'ai pas envie de prendre la photo, je sais pas prendre la photo. Et puis, aussi, c'est con, mais à l'époque, les téléphones, tout le monde n'avait pas des iPhones de ouf avec des photos de ouf, etc. T'avais des gens, moi, littéralement encore, qui avaient des Nokia, tu vois. Donc, il n'y avait pas de capacité de prendre photo, tu vois. Ouais. Et ils faisaient pas de facture. Ils écrivaient en fait les trucs sur un bout de carnet. Enfin, ça en était là, tu vois. Mais par ailleurs, ça marchait très bien. Hein. Enfin, ils n'avaient pas besoin. Oui, mais ils perdaient beaucoup de temps. Du coup, ils n'avaient pas forcément de temps à accorder à autre chose. Ils n'avaient pas de temps à accorder à autre chose, tu vois. Ça, c'était sûr. C'est qu'ils disaient, un site internet, peut-être. Ils se rendaient évidemment compte, tu vois. Ils ne sont pas idiots qu'il y avait du digital, que Facebook, les réseaux sociaux, etc. Mais ils disaient juste, j'ai pas le temps. Je peux pas me démultiplier, quoi. Donc, à la fois, ils voyaient ça d'un bon œil, de dire, OK, peut-être qu'on va avoir un truc sympa, et puis quelqu'un qui va gérer un site, du coup, gérer la manière dont les produits sont mis en ligne, le customer service, toute la logistique, parce que c'est des trucs qui leur prennent énormément de temps et qui sont pas créateurs de valeur, tu vois, per se pour eux, quoi. Et en fait, on a mis très longtemps à aller en boutique, à vraiment être avec eux, chiner avec eux, prendre les photos avec eux, comprendre, tu vois, leur boutique. On s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas forcément d'endroit où mettre les photos. Enfin, tu vois, en fait, tu te rends compte en mettant les mains dedans, quoi. Et la bonne nouvelle, au final, c'est qu'après 1 an et demi, on s'est rendu compte que, les clientes étaient, des femmes étaient d'accord pour acheter en ligne du vintage auprès d'une plateforme auquel elles avaient confiance, que les taux de retour, étonnamment, étaient excessivement bas. Alors que nous, vraiment, dans nos premiers BP, on avait des taux de retour qui étaient gigantesques. On s'attendait à ce que tout le monde rende les trucs parce qu'en fait, la pièce, elle a tellement évolué et les tailles, elles ont tellement évolué qu'on s'est dit, en fait, ça va être des galères. Et au final, pas du tout. C'est marrant. C'est assez contre-intuitif, mais en fait, quand une nana achète une pièce vintage, elle va être plus actrice de son style,
Donc, elle va, par exemple, si tu as une veste un peu large, elles vont la porter un peu en oversize. Si tu as une chemise, tu vois, pareil, un peu large, tu peux la nouer. Ouais. Parce que, en fait, tu as des coups de cœur sur des pièces qui sont uniques. Ouais. Donc, tu te dis, je peux pas les changer. Et c'est intéressant, ça. Et puis les mœurs ont évolué, tu vois. Ouais. Et puis, tu achètes des pièces qui sont quand même généralement pas chères. Malgré ce qu'on dit, c'est plus cher que ce que tu peux trouver en boutique, mais en vrai, ça reste pas cher. Et tu te dis, en fait, au lieu de... Quand en fait, tu as un peu plus d'exigence si tu achètes la pièce 4 fois le prix chez Cézanne, par exemple. Tu vois, où tu te dis, bon, en fait, je veux la bonne taille. Parce que... Et est-ce que le fonds de Xavier Niel a investi dans ta boîte ? Ouais, alors du coup, on a commencé ça et on a validé le market fit, ça s'appelle. C'est-à-dire, on a validé qu'il y avait un marché et qu'on était capable d'y répondre. C'était évidemment pas rentable à l'époque, mais on a prouvé, en fait, par A plus B que en automatisant certains trucs et en investissant un peu en technique, on allait pouvoir gagner en opération et en efficacité et pour nos vendeurs et pour nos clients. Et du coup, on est allé voir à la fin des 6 mois, on est allé voir Jean, donc de La Roche-Brochard, qui était le fondateur, qui investit en gros pour Xavier. Et on lui a dit, voilà, on a de l'attraction, on a des clients, on a du repeat. C'est bien, t'étais déjà hyper calée en fait. Bah j'étais hyper calée, ouais, parce qu'en fait je savais, en fait c'est vrai que j'étais tu vois, le loup dans la bergerie. En fait, je savais déjà quels étaient les trucs sur lesquels il allait vraiment m'attendre. C'est génial. Donc ouais, et j'ai eu il a dit OK pour les premiers 150 000 €. Et figure-toi que au culot, je suis allée voir mon deuxième investisseur. J'espère qu'il n'entendra jamais ça. J'avais du coup l'avantage quand même des écoles, c'est que tu te fais quand même un réseau. Et tu peux quand même appeler les alumni, etc. Et j'avais ce gars en ligne de mire que j'adorais, que je trouvais fantastique, un super entrepreneur qui a fait la même école que moi. Et je lui avais écrit un jour en disant, mais vraiment, qui ne tente rien à rien. Au pire, il se passe quoi ? Au pire, il me répond pas. Tu vois. Donc j'avais dit, bon, ok, je le contacte sur LinkedIn. Donc j'avais ajouté, il m'avait répondu, il m'avait accepté. J'ai fait, ouais, trop cool et tout. Et là, je lui envoie un message. Je lui explique en 2 mots que je le trouve hyper inspirant, que je suis en train de monter un projet, que j'aimerais bien le rencontrer. Il me dit, bah, j'ai un café dispo si tu veux demain, j'ai un trou qui vient de se libérer, passe. Je vais le voir et je lui explique un peu mon projet. Je lui dis, Xavier Niel nous adore, il met déjà les 150 premiers 1000 € et tout. C'est quand même un vrai plus. Tu vois, je me dis, tentons-le. Et je pense qu'il avait un peu un bisbille avec Xavier Niel, tu vois. Et il me dit, j'investis aussi, mais aux mêmes conditions. Ok. Concours de... Ouais. J'ai dit, bah d'accord. Je dis d'accord, mais il faut s'aligner. Donc il m'a dit, bah d'accord. Mais vraiment, je sais pas si c'est un truc d'ego, je sais pas comment j'ai réussi à l'avoir, tu vois, sur ce truc. Mais j'ai dit, ouais, Xavier Niel est fan, du coup, tu vois, on a... Bah, je comprends. Tu vois, je me mets à sa place en tant qu'entrepreneur, un homme. En plus, tu me dis successful, Xavier Niel investit, bien évidemment que j'y vais, tu vois. Exactement, il a dit, bah si Xavier a dit que c'était bon, c'est bon, tu vois. Et du coup, j'ai récupéré 150 000 € de plus grâce à ça. 300K. Et ça, c'était en quelle année ? Ça, c'était milieu 2018. Tu vois, c'est bien, enfin, c'est rapide. Et cool. On n'avait pas de site internet, on vendait sur Facebook, on n'avait pas de back-end, on allait directement voir les clients. Enfin, on n'avait rien d'automatisé. Tu vois. On avait juste montré que le marché était gigantesque, que le marché allait juste en grossissant année après année, que des clientes étaient d'accord pour acheter en ligne, même si elles ne nous connaissaient pas, et qu'elles étaient d'accord pour racheter derrière. Acheter et racheter, tu vois. Donc, tu arrivais à fidéliser tes clientes. Ouais, en fait, on avait montré qu'il y avait un marché et qu'on était hyper précurseurs et qu'on avait les capacités de le faire. Et voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et alors, aujourd'hui, donc ça, c'était vraiment à l'époque de l'époque, on a tout bootstrappé, on n'a pas eu de site pendant très longtemps. On demandait aux vendeurs, tu vois, comme les vendeurs, ils n'avaient pas d'app, pas de téléphone encore très... Mais personne, on n'avait pas les iPhones n'étaient pas aussi courants et tout. On leur avait demandé de télécharger d'activer un Messenger bot. À l'époque, tu te rappelles les bots qu'il y avait sur Messenger pour pouvoir mettre des pièces en ligne. Donc, c'est-à-dire, on n'allait plus chez eux, mais ils nous envoyaient des photos par Messenger et on automatisait la mise en ligne grâce à ça. Wow. Enfin, tu vois, on a vraiment... Aujourd'hui, aujourd'hui, la boîte, elle a complètement changé. Donc, ça fait 7 ans. Heureusement, Dieu merci. 7 ans, tu te rends compte, en 7 ans, tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe. Ouais, maintenant, on a plus 5 vendeurs, on en a 3500. Oh là là. On a plus Quand tu parles de vendeurs, c'est des friperies. Friperies et dépôt-vente. Friperie, vente boutique vintage. 3500. 3500 sur les 15 000 qui existent aujourd'hui en France. Combien de collaborateurs ? On n'est pas beaucoup, on est 8. Ah ouais ? Mais comment on va pas rentrer dans les détails, mais ça tourne à 8, quoi. Ouais, ça tourne à 8.
Ça tourne à 8. Parce qu'il y a beaucoup de choses automatisées. Ouais, on finalement. a beaucoup de choses automatisées. Et puis, on a des gens qui sont... on a des gens qui sont très bien aux bons endroits. On a mis longtemps. Tu sais, au début, tu te cherches et puis tu sais pas. Donc, en fait, tu as quand même pas mal de turnover. Tu as des gens qui partent parce que la boîte évolue dans un sens qui les intéresse moins, etc. Et là, on a vraiment... on a des gens qui sont là depuis longtemps, qui ont grandi avec nous, qui... C'est pas la boîte d'Ariane et moi, c'est vraiment la boîte de 8 personnes, littéralement, tu vois. Et d'ailleurs... faut on est en train de réfléchir à un gros plan de BSPCE justement pour les intéresser, etc. Parce que en fait, c'est tellement important aujourd'hui, leur contribution est tellement importante au succès de la boîte qu'en fait, ça me paraît absurde de pas partager ça en plus, tu vois. Enfin bref, c'est un autre sujet, mais c'est gros, 8 salariés, hein, du coup. Ouais, 8 salariés okay. Et on a 2 stagiaires. Et tu parles de chiffre d'affaires ouvertement ou pas ? Non, on n'en parle pas, mais en revanche, je peux te dire qu'on a plus 20% en gros de pièces sur le vintage chaque année. Et là, l'année dernière, on a augmenté... Enfin, en fait, on a fait un gros travail, en fait, Donc, quand on a commencé Imparfaite, on avait, tu vois, la vocation écologique. On savait que c'était green ce qu'on faisait parce qu'on remettait en valeur, tu vois, des pièces qui existent déjà. Mais c'était pas si aiguisé, tu vois. On voulait vraiment du vintage parce qu'on trouvait ça stylé. C'était des pièces qui étaient uniques et on voulait d'abord permettre à des femmes de s'exprimer dans leur individualité grâce à ça. D'ailleurs, tu vois, Imparfaite, le mot aussi, le nom de la boîte a été hyper déterminant là-dedans. Et à force de travailler là-dedans, à force de voir, tu vois, les malpractices qu'il peut y avoir, tu vois, chez d'autres boîtes, et à force de se rendre compte de l'urgence écologique et du fait que le secteur de la mode aujourd'hui, c'est l'un des secteurs les plus polluants, en fait. Ça représente entre 2 et 8% des émissions carbone. Toutes les analyses sont pas d'accord, tu vois. Et j'ai vu que tu mettais... je sais plus où j'ai vu cette phrase. Tu disais qu'il faut 285 douches pour faire un jean. Un jean, mais oui. Voilà. Et puis après aussi le truc c'est que aujourd'hui on vend, sont vendus dans le monde 100 milliards d'unités de vêtements. On est 8 milliards d'individus sur cette terre. Donc on produit beaucoup trop, on vend beaucoup trop, on achète beaucoup trop de vêtements et on sait que si on veut, tu vois, tenir les accords de Paris, il faut qu'on divise par 3 les volumes produits par l'industrie textile et qu'on relocalise le reste dans des industries, dans des pays où l'énergie est moins carbonée. Bien sûr. La France, l'Europe, tu vois, nous, on a des mix énergétiques qui sont beaucoup plus intéressants que ce que tu as en Asie, tu vois. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait aussi qu'on travaille avec les marques qui s'engagent dans la relocalisation, qui s'engagent dans le faire mieux et qu'on s'engage aussi ouvertement contre la fast fashion qui, aujourd'hui, en fait, tu as quand même 7 produits sur 10 qui sont issus du low cost et de la fast fashion. Même en seconde main, acheter globalement de la fast fashion, c'est pas idéal parce qu'en fait, tu vois aujourd'hui qu'on n'a jamais acheté autant de fast fashion alors qu'on n'a jamais acheté aussi de la seconde main. Donc en fait, ton achat de seconde main n'est pas forcément un achat de remplacement d'achat neuf, c'est juste un achat additionnel. Ah ouais, d'accord. Et en filant des débouchés, en fait, à des produits de fast fashion en seconde main, des plateformes de particulier à particulier comme Vinted, tu vois, qui sont inondées de fast fashion, en fait, accélère la surconsommation et accélère la surproduction. C'est pas vrai. D'entendre ça, c'est chiant quand même. Hein. C'est trop chiant. Ouais. Mais en vrai, t'as plein de personnes, quand on dit ça, t'as plein de personnes qui disent « Ouais, c'est relou, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait ?» Acheter sur Vinted, mais juste pas de la fast fashion. C'est ça. Vois. En vrai, Imparfaite, c'est une des solutions, mais je peux comprendre que ce soit pas la seule. Il y a c'est moins cher que le neuf, mais ça reste des pièces hyper qualitatives qui parfois peuvent paraître un peu chères. T'as des pièces super sur Vinted qui sont pas issues de fast fashion, ça c'est nickel, tu vois. L'idée c'est juste de pas nourrir un système, et ça s'appelle un effet rebond. C'est en fait contre-intuitivement, alors qu'on a baissé les prix d'achat et on a simplifié en fait l'accès à la seconde main, c'est tellement facile que au lieu de remplacer de l'achat de neuf, juste tu cumules les deux, quoi. Ouais, complètement. Et on consomme aujourd'hui, tu vois, en France, un Français moyen consomme 50, un petit peu moins, de 50 unités de vêtements neufs par an. 50, tu vois. Ah merde. Nouveau. En fait, on s'en rend pas compte, mais on achète tous beaucoup trop de vêtements. Et même les petits salaires, tu vois, c'est pas une histoire... Même les très petits salaires, aujourd'hui, ont des placards qui débordent. Ouais, ça, c'est complètement ouf, d'ailleurs. Et en fait, on s'est dit, il faut qu'on arrive à avoir cette plateforme green qui aussi met en valeur les marques, tu vois, qui, elles, produisent mieux. Et aujourd'hui, quand tu as du stock, ça veut pas forcément dire que tu surproduis. Ça veut aussi dire que tu essayes de relocaliser, donc pour atteindre des minima de producteurs français, il faut que tu augmentes un peu tes quantités commandées. Si tu veux être, par exemple, une marque inclusive, tu proposes plus de taille, donc ça veut dire que tu prends plus de risques sur des stocks. Donc depuis l'année dernière, on a lancé aussi les ventes privées.
où en gros, on fait des partenariats avec des marques qui ont un programme RSE important, tu vois, et on se charge de leur déstock de vente de produits existants. Donc nous, Imparfaite, maintenant, on n'est plus que la plateforme du vintage, même si on a commencé là-dessus et que ça reste très très fort dans notre ADN. On met aussi en valeur d'autres stocks dormants de qualité qui sont du coup les ventes privées des belles marques. Et là, en ce moment, tu vois, sur Imparfaite, on est trop fiers parce que donc on a lancé ça milieu de l'année dernière et on est super fiers parce que ça marche hyper fort. Tu vois, on fait des super partenariats avec Antique Batik, avec Carrel, avec Isée, avec là on va avoir By Far, Reformation. On a aussi des marques internationales, tu vois, qui viennent. Donc on est super fiers de cette nouvelle étape. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à simplifier l'achat globalement de pièces existantes et d'éviter de produire du neuf, quoi. Canon. En tout cas, le projet est dingue. Il y a vraiment, comme tu disais, une raison, un sens derrière ce projet. C'est hyper intéressant. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses parce que j'y connais rien au monde de la mode, fast fashion, machin. Je vois les informations qui passent, je connais un minimum de choses, mais j'y connais pas grand-chose. Donc, hyper intéressant. Et je pense que ça va plaire énormément aux auditrices parce que c'est ça aussi, tu vois, d'écouter le podcast. T'apprends des choses, en fait. Ouais. T'apprends des choses. Les entrepreneurs t'apprennent énormément. Et tu nous as appris beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, déjà, merci pour ça. Merci de nous avoir aussi dévoilé pas mal de choses sur ton parcours, des choses un peu plus intimes. Ça aussi, c'était super de savoir ce côté-là de toi, de ta vie. Malheureusement, on doit s'arrêter là, même si j'adorerais continuer. C'est le problème avec les podcasts, c'est qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, c'était génial de savoir tout ça. Merci d'avoir partagé toute cette aventure avec nous. Même si j'imagine, il y a plein d'autres étapes, des échecs que vous avez connus, d'autres succès incroyables. Enfin, il y a plein de choses à savoir si on va creuser davantage. Et en tout cas, je vais aller voir ce qui se passe un peu sur ce site et voir comment ça fonctionne. Et puis voir si je peux être potentiellement une cliente, tu vois, est-ce que ça me plaît de consommer cette manière? Est-ce que je vais trouver les chaussures à mon pied? Ça m'intéresse de savoir si ça pourrait marcher pour moi. Trop bien, tu me diras. Ouais, complètement. On a 3 questions rituelles dans le podcast à la fin pour chaque invité. Très simple. Première question, c'était quoi ton rêve de petite fille? C'était de devenir Spice Girls. Oh, laquelle? Franchement, j'ai eu des phases. Emma, comme t'es blonde? Non, pas du tout. Jamais. Non, c'était plutôt Jerry Halliwell. Ok. J'adorais sa liberté d'esprit, je trouvais ça hyper frais. Et puis je préférais ses tenues en plus. Ouais, j'avoue, elle avait toujours des tenues de dingue. Moi, c'était la sportive, je sais pas pourquoi. Alors, j'ai rien à voir avec. J'aimais trop le fait qu'elle soit différente en termes d'énergie des autres, qu'elle avait une énergie plus masculine. Ouais, c'est vrai. Franchement, moi, ça a été mon premier vraiment souvenir, tu vois, d'enfant de sororité, tu vois. De nanas hyper différentes, mais qui s'entendent super bien et qui créent un truc assez ouf. C'était hyper innovant et tout. T'as raison, hyper inspirant de ce côté-là. Moi, j'étais très fan des Spice Girls. Trop bien, trop stylé. J'ai oublié ma deuxième question, ce qui ne m'arrive absolument jamais, puisque ça fait quand même 4 ans que j'ai ce podcast et je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais plus ma deuxième question. Mais on va la retrouver tout de suite. Oui, évidemment. Est-ce que tu as un mantra, Camille, une phrase qui te guide dans la vie? Il y a un truc qui nous guide chez Imparfaite. C'est une citation de Vivienne Westwood, qui dit Buy less, choose well, make it last. Donc, achète moins, choisis bien, fais-le durer. Voilà. Parfait. Dernière question. Ça veut dire quoi pour toi être la locomotive de sa vie? Ça veut dire pas lâcher l'affaire, je pense. Ça veut dire être résiliente et toujours se relever. Être déter. Être déter et franchement, la vie, elle est dure et t'as 1000 manières de tomber, de remonter. Franchement, il y a des jours, c'est vraiment sans, quoi. Enfin, t'as des jours avec et t'as des jours sans et t'as des jours sans big time, tu vois. Et demain, ça passe, il faut se relever et on recommence, tu vois. Donc, c'est pas lâcher l'affaire. Validé. Ma chère Camille, on a un autre rituel. En gros, il faut savoir que tu as des auditrices qui nous écoutent depuis les plateformes d'écoute, mais tu as aussi des personnes qui regardent le podcast sur YouTube. Du coup, je t'invite à regarder la caméra et je te laisse terminer ce podcast de la manière dont tu le souhaites. Je sais pas si tu connais un petit peu les codes YouTube ou pas, mais peu importe, tu fais comme tu veux. Mais l'idée, c'est de regarder la caméra. C'est laquelle, du coup? Milieu. Eh bien, écoutez, à toutes celles qui ont envie d'entreprendre un projet, lancez-vous. Demain, ce sera pas trop tard, mais ce sera juste un peu en retard. C'est aujourd'hui que ça se passe. Exactement. Et évidemment, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Salut! Bye bye!